C'est au chalet de Paul que la mère de Catherine se rend compte que sa fille a un problème de consommation. On va aller voir comment la mère de Catherine gère cette situation-là. Je vais commencer par vous rappeler à quel point le chalet est loin. Ça va nous permettre de faire un lien entre le territoire, l'éloignement, la nordicité et la proximité des relations qui s'établissent, qui se nouent, qui se tissent et se renforcent lorsqu'on se retrouve dans un territoire qui est complètement vaste, mais en même temps qui est exigu. C'est un petit peu le cas du camp, donc qui est loin, mais qui est petit et qui permet que les relations se tissent et se renforcent. Pour se rendre au chalet, fallait rouler en pick-up dans un chemin de bois pendant 1 heure. J'avais tout le temps la chienne parce que la route était pas large puis qu'on rencontrait des vannes de bois qui s'en venaient en descendant. Fallait faire attention dans les courbes parce que les trailers de vannes dérapaient souvent. Un couple du lac Ron s'était tué au kilomètre 33 l'hiver d'avant. Il avait reçu le trailer en pleine face dans un tournant. Dans le journal, ça disait qu'il était mort sur le coup. Chaque fois que je voyais une vanne au loin, j'avais peur de mourir. Après le chemin de bois, on s'arrêtait pour s'enregistrer à la barrière. On appelait ça de même, mais c'était plus un genre de chalet. C'est un couple qui s'occupait de la barrière. Ils restaient là à l'année, comme des ermites. Le monsieur, Gaétan, qui s'appelait, entretenait les trails de skidoo de la ZEC tout l'hiver, puis sa femme enregistrait le monde puis vendait du gaz aux gars de skidoo. Elle s'appelait Diane. L'été, elle pesait les truites que le monde ramenait d'en haut, puis elle s'arrangeait pour que le présentoir de Yum Yum au vinaigre soit tout le temps full. Gaétan, lui, faisait le guide de pêche pour les Français qui louaient des chalets sur la ZEC. On était obligés de s'enregistrer à chaque fois qu'on allait sur la ZEC. C'était pour contrôler les pratiques de chasse et de pêche, mais surtout pour pouvoir savoir combien de monde il y avait en haut, puis noter la date à laquelle ils étaient supposés revenir du bois. Si quelqu'un revenait pas quand il était supposé, Gaétan montait voir ce qui se passait au cas. Ça faisait chier tout le monde, cette histoire d'enregistrement-là. C'est parce que dans le bois, les gens veulent la paix. C'est la seule place où les lois de la ville se rendent pas. La preuve, tout le monde se débouche une bière puis conduit avec la bouteille entre les deux jambes dès que le chemin pour se rendre en haut vire en garnotte, passé par l'ardeau. Le chum à ma mère haïssait ça lui avec s'enregistrer. Il traitait les administrateurs de la ZEC puis le gouvernement de Big Brother à toutes les fois que la femme de Gaétan lui demandait de remplir le formulaire. Il les traitait de nom même si ça avait sauvé la vie de M. Bourassa. Je pense que ça s'était passé à l'automne. M. Bourassa était pas redescendu de son chalet le dimanche comme d'habitude. À la fin d'après-midi, Gaétan avait décidé d'aller voir avant la noirceur si tout était correct. Il avait trouvé M. Bourassa dans son lit. Il s'était pas levé le matin parce qu'il était en train de s'intoxiquer au monoxyde de carbone. Gaétan avait appelé Air Médic sur son VE2, puis il était venu le chercher dans leur hélicoptère. À l'hôpital, le docteur avait dit que si Gaétan était arrivé 15 minutes plus tard, M. Bourassa serait mort au lieu d'être resté légume. J'ai jamais compris ce qu'il y avait de mieux à être légume qu'à être mort. Je veux dire, M. Bourassa chie dans la culotte puis il peut même plus monter dans le bois depuis ce temps-là, ça a l'air. En tout cas. Le chum à ma mère entreposait ses skidoo dans le parc à remise derrière le chalet de la barrière. Tout le monde faisait ça puis tout le monde avait des skidoo. C'était moins compliqué que de partir d'en bas avec les machines puis le bagage des bonnes femmes dans le bois du pick-up. Pendant que son chum préparait les skidoo puis mettait du gaz dedans, ma mère parlait avec Diane. Elle lui avait demandé sa recette de croton, mais Diane ne la donnait pas à grand monde. Ma mère n'était pas rendue là. Il allait falloir qu'elle monte encore dans le bois une couple d'années pour avoir la recette. On était rentrés dans le chalet pour que ma mère nous enregistre, puis que moi puis Marie-Ève on mette nos soutes de skidoo puis nos bottes de poil. C'est la seule affaire qui gardait les pieds au chaud dans le bois, ma mère disait. Elle en avait prêté une paire à Marie-Ève, mais moi, elle m'en avait acheté des neuves. Je les trouvais belles, mes bottes en poil de vache 2 couleurs. Mais je l'ai pas dit à ma mère. Elle aurait été ben trop contente, puis elle s'en serait resservie contre moi plus tard. Quand il a eu fini de charger la sleigh avec tous les bagages, Paul est rentré dans le chalet pour dire à ma mère qu'il faudrait que je tienne un bac en plastique sur moi tout le long en montant. On mettait nos affaires dans des bacs pour pas qu'elles se brisent ou qu'elles se ramassent pleines de neige. C'était parce qu'on avait 45 minutes de skidoo à faire sur une trail large comme le boulevard Sainte-Geneviève avant d'arriver au chalet. Quand la mère de Catherine se rend compte que sa fille prend de la drogue, on peut quand même dire qu'elle adopte une attitude cool avec elle. À preuve, son conjoint Paul lui dit souvent qu'elle a été trop lousse et que si c'était lui, il y aurait eu un règlement différent à cette situation-là, c'est-à-dire que les filles seraient
directement aller à l'Institut Saint-Georges, donc un endroit où on peut un peu vous guérir de votre toxicomanie. C'est un petit peu comme un centre pour les délinquants. Donc, si Paul aurait envoyé Catherine directement là-bas, la mère de Catherine, elle, agit de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus raisonnée. Quand elle découvre que sa fille consomme de la drogue, on est le jour de Noël, elle est avec Catherine et les filles se font prendre en flagrant délit de consommation lorsque Paul et la mère de Catherine vont en skidoo sur le lac. Les filles consomment et l'effet de la drogue n'a pas le temps de se dissiper avant que la mère de Catherine et Paul reviennent. Au début, ça paraît pas. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez les filles et la mère de Catherine, rapidement, va décider de procéder à une investigation des bagages des filles et elle va trouver la drogue de Catherine dans sa trousse à maquillage. Elle va se débarrasser de la drogue, mais elle va pas tout de suite appeler le père de Catherine, puis elle va pas tout de suite appeler non plus la mère de Marie-Ève. À la page 111, on peut voir que la mère de Catherine adopte une attitude très cool, très conciliante. Ma mère nous a dit qu'elle ne dirait pas à la mère à Marie-Ève, ni à mon père, si on jurait de plus jamais toucher à cette cochonnerie-là. On a promis, puis elle a jeté le reste de la messe dans le poêle à bois. On va se rendre compte en lisant un petit peu plus tard que Marie-Ève avait apporté d'autres mescalines qu'elle avait cachées dans une poche secrète de son sac. Lorsque ils consomment cette mescaline-là, ils vont se faire prendre encore une fois et la mère de Catherine va les amener faire un tour de skidoo pour les amener à déstoner, pour amener la drogue à descendre un petit peu, à perdre de son effet. La mère de Catherine va par la suite la mettre en punition au retour, mais on s'aperçoit que cette expérience-là, dans le bois, cette expérience où la mère de Catherine découvre la consommation de sa fille, ça va se faire un petit peu comme une espèce de révélation qui va avoir lieu dans un endroit clos, dans le chalet, et dans un endroit assez loin. Comme on l'a dit tout à l'heure, le chalet est quand même assez reculé dans le bois. Est-ce qu'on peut dire que ça solidifie les liens entre Catherine et sa fille, entre Catherine et sa mère, pardon? Pas nécessairement, parce que ça reste quand même une expérience désagréable pour Catherine et pour sa mère, mais on peut se rendre compte que le lien de confiance, même si la mère de Catherine va perdre la confiance envers sa fille, on peut se rendre compte que Catherine va quand même apprécier la façon dont sa mère va gérer la situation, parce que elle va pas nécessairement avertir tout de suite la mère de Marie-Ève et le père de Catherine ne sera pas mis au fait tout de suite de qu'est-ce qui se passe avec sa fille, parce qu'on se doute que les conséquences auraient été bien pires si le père de Catherine avait été au courant d'emblée de la problématique de consommation. Il y a un autre moment où le chalet, comme lieu éloigné, s'inscrit aussi comme une espèce de scellant pour la proximité, une espèce de moment où, parce qu'on est dans un lieu éloigné, la proximité des deux personnages va devenir plus forte. C'est le cas notamment de Marie-Ève et Catherine qui vont un petit peu affermir leur amitié par ce séjour-là au chalet. Donc oui, Marie-Ève va se confier sur la mort de son frère. Oui, elles vont passer du bon temps. Oui, elles vont essayer une nouvelle sorte de drogue. Donc quand ils font du gaz en remise, là. Mais il y a aussi une espèce de découverte sexuelle, donc avec l'expérience lesbienne qu'elles vont vivre ensemble. Catherine va être extrêmement mal à l'aise par rapport à cette expérience-là. Elle va se poser des questions un petit peu sur sa sexualité, se demander si elle est attirée par les femmes parce qu'elle a aimé cette expérience d'exploration de la sexualité lesbienne. Et on se rend compte qu'au moment où ils vont en reparler, les filles vont dresser une espèce d'autre barrière entre elles et le monde. Donc, sont déjà dans un endroit très reculé, donc le chalet qui est très loin. Mais elles vont dresser une autre barrière, comme s'il y avait besoin d'un cocon de plus pour reparler de cette expérience-là. Donc, je vous rappelle qu'au moment où elles reparlent de ça, elles sont dans un fort. Donc, elles sont coupées du monde par cette espèce de petit igloo-là qu'elles vont avoir bâti. Donc, on se rend compte que l'éloignement va favoriser la proximité. Oui, la proximité physique par l'expérience que les filles vont vivre ensemble, mais aussi la proximité émotionnelle, parce qu'elles vont reparler de cette expérience sexuelle-là dans le fort toutes les deux. Et c'est aussi dans le fort, toutes les deux, que Marie-Ève va se confier sur le décès de son frère. Donc, à chaque fois dans le roman qu'on a une espèce de rapprochement très, très clair, très, très, très précis, que ce soit Kevin et Catherine qui commencent à se connaître, qui commencent à lier une espèce d'amitié qui va évoluer en amour, ben on voit ça au camp. Mais aussi, à chaque fois qu'on a une relation qui évolue,
qui passe à un autre plan, ben il y a toujours cette idée-là d'éloignement, d'être plus loin, d'être à l'écart du monde, ce qui est permis par notre territoire qui est beaucoup plus grand. Probablement que dans un roman de la ville, ça se ferait d'une autre façon, parce qu'on n'a pas cette possibilité-là de se sauver aussi aisément, d'aller plus loin, de décrocher, d'être ailleurs.